trois gentlemen, je suis très contente. Je les connais en plus tous les trois, très bien. On va commencer par notre ami Ayman Hassan, que vous connaissez normalement. Alors, c'est un poète, c'est un traducteur, c'est évidemment un enseignant. Et moi, j'en rajouterais, et je ne suis pas la seule parce que je n'entends plus le mot, c'est plutôt un agitateur. l'agitateur qui a retrouvé le sac perdu. Ah, c'est comme ça qu'on remercie les bienfaiteurs. Mais ça peut être agitateur, bienfaiteur. Ça peut être une qualité d'être agitateur. Ça devrait être une qualité. Samy, le trépied, s'il te plaît. Alors après, je te pose ça. Voilà. Alors, je vous rappelle qu'il est agrégé de l'École normale supérieure de Tunis, qu'il enseigne actuellement à Brooklyn, qu'il a fait une thèse sur Sioran. Et donc, je vais maintenant lui donner la parole et je vais avouer que je dois lire le titre « Art ou armes du langage, la littérature entre lutte politique, quand je dis agitateur, lieu de vérité et production de connaissances ». Point d'interrogation, en compagnie de Jean-Jacques Le Cercle. Ouais. Ayman, la parole. Vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Qui a perdu son sac? Qui a perdu son sac. Si Mohamed est là? Oui. Alors, d'abord, je voudrais vous remercier de la chaleur de votre accueil. Cette salle, la salle Paul Ricoeur, est très chère à mon cœur parce que j'y ai mis les pieds il y a quelques années, du temps où j'étais encore étudiant à la faculté des lettres et des sciences humaines de Sousse. C'était avant d'intégrer l'école normale supérieure. J'avais reçu le prix Cheb et Prévert en 2001. Donc c'est toujours avec beaucoup d'émotion que je viens ici à Ben Sharaf, à l'Institut supérieur des sciences humaines de Tunis. Et puis j'ai beaucoup d'amis dans si Kamel Gaha, si Abdelhamid Laderi, et maintenant si Karaïl Aouishaoui et si Lotfi Matlouthi qui enseignent ici, sans oublier Saïdati, ma très chère amie l'Alamonia. D'ailleurs, j'avais pris la parole en 2012, je crois, j'avais parlé de Rimbaud ici même. Alors, hier, j'ai participé à un colloque à Sousse à l'invitation du professeur Amal Azouzi. J'ai vraiment parlé de ma spécialité ou de mon sujet de prédilection, à savoir Sioran. Aujourd'hui, je vais parler à l'invitation de Si Mohamed Chagraoui de quelque chose qui me tient à cœur, pour plusieurs raisons. Donc, travaillant sur un auteur réputé de droite, voire d'extrême droite, Sioran, je me trouve d'obédience gauchiste, voire gauchisante. Et je me revendique d'une forme de bourguibisme de gauche ou d'extrême gauche. Comme Régis Debray se disait, gaulliste de gauche. Donc, à travers cette communication, je voudrais rendre hommage à l'auteur de ce magnifique ouvrage, Jean-Jacques Le Cercle, Lénine et l'arme du langage, en présence de Lénine lui-même. Alors, cette communication se présente sous une forme complexe, à l'image des questionnements soulevés par le colloque, avec un titre interrogatif, Art ou arme du langage, la littérature entre lutte politique, lieu de vérité et production de connaissances. Elle est suivie par une suite déclarative en italique, en compagnie de Jean-Jacques Le Cercle, angliciste de formation, professeur honoraire des universités, essayiste et philosophe du langage. Pour en savoir plus, disons pour une présentation exhaustive de la bibliographie de Jean-Jacques Le Cercle, je vous renvoie à l'entretien qu'il m'a accordé, qui est publié dans la revue en ligne Souffle Inédit. Et c'est vraiment une parole que vous allez beaucoup aimer parce que c'est une parole à la fois savante et engagée. En conclusion de son remarquable ouvrage Lénine et l'arme du langage, paru en janvier 2024 à l'occasion du centenaire de la mort du père de la révolution bolchevique, Jean-Jacques Le Cercle écrit, je cite, « Toutefois, on ne lira pas Lénine seulement pour un rappel de ses principes stratégiques, mais aussi, ce qui a été le thème central de ce livre, pour ce qu'il a à nous dire sur la conduite de la lutte idéologique. Nous avons encore beaucoup à apprendre de Lénine et de sa pratique discursive, de cette lutte constante qu'il a menée avec les mots, pour les mots, mais aussi contre les mots.
Au fil des chapitres sont apparues les 4 caractéristiques spécifiques de la pratique discursive léniniste. La réappropriation des mots capturés et dévoyés par l'adversaire de classe, les mots liberté, démocratie et jusqu'au mot révolution, car il est arrivé qu'une feuille de route de la contre-révolution néolibérale porte le titre de révolution. Fin de citation. Or, si le présent colloque s'interroge sur la relation entre la crise des enseignements en langue, lettres, arts et sciences humaines et sociales et les besoins de l'économie capitaliste, le propos de Jean-Jacques Le Cercle, qui s'appuie sur Lénine, s'avère des plus pertinents. Nous pouvons en effet envisager non seulement une compréhension historique de ce que nous vivons aujourd'hui, mais encore une nouvelle définition conceptuelle et terminologique de la présente crise, laquelle devra aboutir à une meilleure compréhension et par là même à un outillage réel permettant d'affronter la situation actuelle. Nous avons envisagé notre réflexion autour de 3 principaux axes. D'abord, les sources de la crise dans l'enseignement de celles qu'on appelle aujourd'hui les sciences pauvres, par référence à Jacques Fradin. Ensuite, le sens d'une crise, précisément la question consistant à savoir de quelle crise il s'agit vraiment. Enfin, quelles solutions, voire quelles armes pouvons-nous utiliser afin de continuer la lutte, c'est-à-dire assurer une certaine pérennité de l'enseignement des langues, lettres, arts, sciences humaines et sociales. Bien sûr, notre communication est déjà entièrement rédigée et nous allons nous contenter aujourd'hui d'une approche à la fois simple et directe afin d'être dans le temps qui nous est imparti et de profiter de la discussion à venir. À vrai dire, ce qui nous intéresse avant tout aujourd'hui, c'est d'être en compagnie de Jean-Jacques Le Cercle, non seulement pour lui rendre hommage, mais surtout pour montrer que des voix vivantes s'élèvent et luttent par la pensée et l'écriture, et qu'il ne faut pas attendre que celles-ci s'en aillent pour les reconnaître ou faire semblant de les reconnaître. Cela serait trop tard, c'est généralement trop tard. Pour décrire la situation de l'université au temps du néolibéralisme sauvage, il suffit de rappeler les attaques de Donald Trump contre l'université de Harvard, en particulier, et les universités américaines en général. Là, ce ne sont pas les articles de presse et les plateaux d'analyse qui manquent. À ce titre, nous pouvons nous référer à l'article intitulé « Nouvelle attaque contre Harvard par Donald Trump qui veut mettre fin à tous les contrats de l'État fédéral avec l'université, publié dans le journal Le Monde du mardi 27 mai 2025. Dans cet article, nous lisons notamment, je cite, « Lundi, le président républicain avait affirmé qu'il gagnerait ce duel avec l'université, qui s'est vu notifié de l'interdiction d'accueillir des étudiants étrangers, avec un ultimatum de 72 heures pour se plier aux volontés de l'administration. L'administration, c'est-à-dire le gouvernement américain. Cette décision est la dernière d'une série de mesures de représailles et d'autoritarisme supérieur des États-Unis, avait alors dénoncé l'Association américaine des professeurs universitaires à Harvard. L'administration Trump cherche illégalement à détruire l'enseignement supérieur aux États-Unis, a-t-elle ajouté. Le camp républicain reproche plus généralement aux grandes universités américaines de promouvoir les idées de gauche jugées trop subversives, trop progressistes. Les associations de défense des libertés individuelles y voient une offensive contre la liberté d'expression et une tentative de museler toute critique contre Israël. Et là, je fais l'agitateur. Fin de citation. La clarté de ce propos n'a d'égal que sa vraie férocité. Or, Jean-Jacques Le Cercle, dans le grand entretien qu'il a accordé à Sophie Vallas et Jean Viviès en 2017, à la question dans la conception d'une université qui se met en place aujourd'hui, avec les délégations, les IUF, etc., ne tentons pas à suggérer aux chercheurs qu'il faut enseigner le moins possible pour être un bon chercheur? Eh bien, Jean-Jacques Le Cercle de répondre ceci qui décrit toute la situation actuelle. Je cite, vous allez comprendre. Ça me semble totalement pernicieux, et ça ne se passe pas seulement chez nous. Quand j'ai été à Cardiff, c'était un système créé par Madame Thatcher, qui faisait dépendre les ressources allouées à l'université de l'excellence de la recherche, rien à voir avec l'enseignement. Et donc, en fait, que faisait-il pour avoir ces ressources?
Ils faisaient comme les clubs de football. Ils allaient à l'étranger et ils achetaient des curriculum vitae. Je venais de publier une monographie. J'avais promis d'en écrire une autre et j'étais donc intéressant pour eux. Quand j'ai accepté, on m'a dit « Attention, il faut que tu négocies, que le département nomme en même temps que toi un maître de conférence pour faire les cours que tu ne feras pas, un peu à l'égyptien. Il y a le professeur, il y a le Mou'id fil Jama'a, donc un peu l'assistant aujourd'hui. Donc maître de conférence et un assistant d'université. Sinon, ces cours seront distribués entre les enseignants et on t'en voudra beaucoup. C'est donc ce que j'ai fait en même temps que mon salaire et d'autres choses, comme un joueur de football peut négocier. C'est une situation complètement déformée. On se fiche de ce que les gens enseignent, ça n'a aucun sens. Fin de citation. Voilà qui dit. Ici, comparaison n'est pas raison, ou plutôt comparaison est raison. Et le néolibéralisme qui affecte désormais l'université peut volontiers être comparé à la fièvre néolibérale mondiale autour de certains sports en général et bien sûr du football en particulier. Cette comparaison peut en effet nous permettre de bien l'analyser afin de bien le comprendre. Les exemples ne manquent pas et celui du Paris Saint-Germain acquis par les pétrodollars du Qatar en 2011 avec tout l'argent injecté, toutes les stars recrutées jusqu'au triomphe final marqué samedi 31 mai dernier par la victoire en finale de la Champions League d'Europe est l'un des plus récents et des plus éloquents. La question suivante, qui est à vrai dire une assertion née de la propre réponse de Jean-Jacques Le Cercle, ainsi que la réponse qui fait suite par l'auteur de Philosophy of Nonsense, laquelle est à l'origine le sujet de sa thèse de doctorat d'État, intitulée « Le non-sens, genre, histoire, mythe », soutenue en 1984 sous la direction du linguiste Antoine Cuglioli, révèle l'ampleur du néolibéralisme et de ses conséquences ravageuses sur l'université. En effet, si Sophie Wallace poursuit en ces termes, donc la recherche vit de sa propre transmission, l'auteur de Lénine et l'arme du langage ne scie pas des yeux en répondant, je cite, « Bien sûr, on n'est pas en médecine, on n'est pas en train de trouver la solution à une épidémie ou à une maladie grave. On est en train de permettre de produire des concepts qui ont une valeur critique, des concepts qui permettent aux gens qui les utilisent de comprendre le monde et les textes de façon critique. Mais ces concepts-là, on ne peut pas les élaborer si on ne les met pas au travail devant des étudiants, si on n'observe pas comment ils fonctionnent en les exposant à des étudiants. Déjà, en 2017, Jean-Jacques Le Cercle parle de pandémie. Nous savons désormais ce que c'est à travers ce que, du nord au sud, d'est en ouest, nous autres terriens avons vécu, ou plutôt enduré avec la crise mondiale du coronavirus, même si certains oublient ou font semblant d'oublier. D'aucuns semblent oublier, à commencer par les médias, à la botte du néolibéralisme en marche. Mais le spectre de cette pandémie, de ces autres, dans la guerre, les génocides et les crises économiques et politiques programmées, doivent être pris en compte. À ce titre, en guise de conclusion, nous voudrions encore une fois prêter l'oreille à Jean-Jacques Le Cercle, qui, à la fin de son petit et néanmoins substantiel opuscule, Histoire de mots et lutte de langue, Histoire de mots et lutte de langue, qui se clôt par un entretien réalisé par Vincent Berthelier et Marion Leclerc, se pose en quelque sorte à lui-même cette question. La citation est un peu longue, mais vous allez voir qu'elle est substantielle. Elle aborde vraiment la thématique ou la problématique soulevée par ce colloque. Il y a une question simple que la courtoisie vous interdit de me poser et que je me pose pourtant à moi-même continuellement. Pourquoi est-ce à l'âge de 77 ans, aujourd'hui Jean-Jacques Le Cercle en a 79, au lieu de profiter d'une paisible retraite, je continue à travailler comme un Romain, c'est-à-dire d'une manière forcenée, qui ne s'arrête pas, il est inarrêtable, disons, pour écrire des livres que pas grand monde ne lira. J'y vois deux réponses possibles, l'une pessimiste et l'autre optimiste. La réponse pessimiste, c'est que je suis comme ces ânes médiévaux qui passaient leur vie à tourner en rang autour d'un puits pour remonter les eaux, ou les seaux, donc ça va bien, seaux et eaux, les seaux. Quand ils devenaient vieux, on les mettait au pré,
une fois arrivé au pré, que faisait l'âne? Il tournait en rond. Donc je continue à écrire des livres parce que c'est tout ce que je sais faire. La réponse optimiste, on peut la présenter dans les termes de Bernard Friot, qui était le collègue à Paris 10 Nanterre de Jean-Jacques Le Cercle. C'est un sociologue, hein, Bernard Friot. Et c'est un ouvrage important parce qu'il vient de paraître et il s'intitule « Prenons le pouvoir sur nos retraites », publié en 2023 aux éditions de La Dispute. Alors, Bernard Friot, 2 points, « J'ai la chance, comme vous, de bénéficier de ce qu'il appelle un salaire communiste, qui est un salaire à la personne, à la qualification et à vie, c'est-à-dire jusqu'à la mort. Ainsi, bon, en Tunisie, quand on est mort, la veuve et les orphelins en héritent. Ce n'est pas le cas en France, semble-t-il. Hein. Il y a une partie, mais c'est plus compliqué. En Tunisie, c'est systématique. Voilà, vive Bourguiba. Ainsi, contrairement aux apparences, je ne suis pas à la retraite. Je continue à toucher un salaire et à travailler sans aucune obligation autre que le désir que j'ai de travailler. Parce que l'homme est un animal travaillant et que pour être ce que je suis, j'ai besoin de continuer à travailler. En somme, je continue à travailler parce que le communiste salarié que je suis est un salarié communiste. Fin de citation. C'est à la fois drôle et intelligent. Hein? Alors, pour répondre à la question initiale posée par le colloque, ne serait-ce que d'une manière aussi sommaire que tranchante, il nous semble juste et opportun de chercher par tous les moyens dont nous disposons, à commencer par la souveraineté de l'État. Ici, nous pensons à l'État tunisien, à sa constitution, à ses institutions, à ses acquis. Retour à Bourguiba. De lutter contre l'avènement ou l'intrusion du néolibéralisme à l'université et dans nos universités. Un communisme d'État tel qu'il existe à bien des égards chez nous, ou un communisme rêvé, désiré, à venir peut-être comme un enfant né de l'amour, doit être envisagé dans l'intérêt de toutes et tous. Je vous remercie.